La 5e et dernière saison de The Boys a commencé avec 2 premiers épisodes disponibles sur Prime Video. On sent que la fin est proche et l'une des grandes questions consiste à savoir si la série parvient à rester aussi corrosive et pertinente qu'à son apogée ou si elle s'est émoussée à force de répétition ou d'autres choses. Je suppose que si vous vous intéressez à The Boys et que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez vu ces 2 premiers épisodes ou que vous allez le faire. Je vais commencer avec des spoilers assez vagues et ensuite je serai plus précis, je vous préviendrai. Mais si vous ne voulez absolument rien savoir de ces épisodes, le mieux reste de les regarder avant la vidéo. Nous avions quitté les personnages alors que les 3 humains dans la bande, Yui, Frenchie et Mother's Milk, étaient emmenés dans un camp de la liberté, tandis que Annie alias Starlight, Kimiko et Butcher étaient toujours en liberté, chacun avec des pouvoirs, ce qui est assez nouveau, il faut le rappeler pour Butcher. Quant à Homelander, nous l'avions laissé au sommet de son pouvoir, contrôlant Vought et bientôt les États-Unis au travers d'un président à sa botte. À mes yeux, la 4e saison de la série était la plus faible, alors qu'elle se complaisait dans le trash sans avoir toujours de justification satirique ou narrative. Trop tôt pour juger de cet aspect sur cette saison 5, mais l'urgence qui s'impose avec la mission de clore l'intrigue en 8 épisodes se fait ressentir dès le premier. Ça fait plutôt du bien. Un des problèmes récurrents de The Boys réside dans le différentiel de puissance énorme entre Homelander et les protagonistes. De ce fait, il a fallu multiplier les circonstances, hasards et autres décisions ou justifications douteuses pour expliquer leur survie. Cette dernière saison est confrontée à cette quadrature du cercle de manière encore plus frontale et récurrente, et ce dès le premier épisode, au cours duquel Yui explique à un personnage secondaire le nombre de fois où il aurait dû déjà mourir, en présentant cela comme une source d'espoir. J'ai l'impression que c'est un peu un commentaire méta des scénaristes qui ont conscience d'avoir poussé le bouchon un peu loin et qui promettent à demi-mot que les artifices pour maintenir les personnages en vie vont s'amenuiser puis disparaître au cours de cette dernière saison. Ce que je trouve dommage dans ce début de saison, c'est de ne pas avoir exploré davantage la séparation du groupe des protagonistes et d'en profiter pour développer des personnages en solo ou dans des associations différentes de ce qu'on a déjà vu par le passé. Suivre Starlight et Kimiko en solo plus longtemps leur aurait donné plus d'espace aussi bien pour des scènes qui mettent en valeur leurs capacités que pour affirmer leur vécu et leur personnalité dans ce contexte nouveau. Dès que le groupe se reforme, on retombe dans des schémas de relations qu'on a l'impression de déjà connaître et le fait même que Kimiko ait retrouvé la parole ne change finalement rien ou presque à sa place dans le groupe ni à l'expression de ses opinions. C'est assez étrange. Dans le prolongement de ce constat, j'avoue ne toujours pas être super fan des 2 histoires d'amour, Yui et Annie d'un côté et Frenchie et Kimiko de l'autre. Enfin, en théorie, ça ne me pose aucun problème, mais en pratique, dans ces 2 premiers épisodes du moins, ça me semble surtout s'inscrire dans du déjà-vu ou même dans une forme de régression de la relation du côté de Annie et Yui. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on voit venir gros comme une maison une fin tragique pour Frenchie, pour Kimiko, ou sans doute pour les 2, mais j'avoue que le destin de Frenchie m'importe assez peu. Le personnage est toujours resté à un niveau assez caricatural, sa prononciation française reste catastrophique, même si bon, c'est anecdotique, et son arc narratif est terminé en réalité. Ne lui manque plus qu'une mort héroïque de rédemption, du moins j'imagine. Je ne serais pas aussi insensible en ce qui concerne Kimiko, qui aurait bien mérité une fin heureuse, mais qu'il faudrait littéralement forcer physiquement à abandonner le Frenchie en cas de danger mortel, sinon elle y passera avec lui, enfin à supposer qu'elle puisse mourir, ce qui n'est pas encore démontré. Justement, il pourrait être intéressant d'aller vers ce destin un peu tragique en mode Wolverine, qui continue de vivre alors que tous ses proches meurent, mais difficile de faire ça dans le temps court, avant le dénouement général de la série, et donc en 8 épisodes. Ce début de saison 5 réintroduit la dimension presque théocratique du pouvoir fasciste en place, avec le télévangéliste qui va traiter les opposants, les Starlighters, de véritables séides du diable. La saison a été écrite avant la réélection de Trump en 2024, et du propre aveu des créateurs, la réalité a parfois rattrapé la fiction. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, on a notamment cette Paula White Cain, la conseillère spirituelle de Trump, qui multiplie les propos et les démonstrations aberrantes, allant récemment jusqu'à comparer la situation de Trump à celle du Christ. Par le passé, elle a aussi pu appeler des dons élevés en échange de bénédictions surnaturelles et autres graines de résurrection. Dans la série, les Starlighters sont considérés comme des terroristes et on retrouve cette idée qu'on peut utiliser des posts ou même des likes sur les réseaux sociaux pour incriminer des gens, ce qui s'est avéré dans le monde réel, encore une fois, avec cette histoire de vérifier l'historique des réseaux sociaux avant un accord de visa ou un ESTA pour nous Français par exemple, pour entrer sur le territoire américain bien sûr,
ce qui pourrait être mis en application dès l'été 2026, sous réserve d'approbation par l'OMB, un organisme américain. La dimension satirique de la série a toujours été prédominante en se moquant à la fois du capitalisme qui contrôle tout, de la mode des super-héros, des dérives des réseaux sociaux, du pouvoir, du sexe et de l'argent, qui restent les moteurs essentiels de l'humanité derrière les valeurs professées, et bien sûr de la chute d'une partie de la classe politique et médiatique américaine vers l'extrême droite et un abrutissement généralisé qui culmine avec Trump et sa clique d'extrémistes et de profiteurs sans scrupules. Si un tel constat vous pose problème, il restera impossible pour vous d'adhérer à The Boys et à son propos, et si vous accordez encore un tant soit peu de crédit à un sociopathe tel que Donald Trump, je pense qu'il est urgent de trouver des sources d'informations plus fiables et de remettre si possible en cause votre référentiel de valeurs humaines essentielles. Un des arguments de ceux qui cherchent à décrédibiliser la série consiste à pointer qu'elle est bien moins subtile qu'auparavant, qu'elle tapait sur tout le monde, qu'elle serait devenue trop partisane, mais malheureusement, son principal problème à la série, c'est surtout que la réalité de la dérive au sommet de l'État américain dépasse la fiction, tant la chute morale et intellectuelle à laquelle nous assistons est vertigineuse. Ceci étant dit, la série peut aussi avoir un peu trop usé de certaines cordes, avoir perdu de son inventivité et de son mordant. Ce n'est pas impossible, bien entendu. Pour développer un peu plus cette interrogation, je vais entrer dans des spoilers plus précis à partir de maintenant. La saison commence avec une introduction messianique de Homelander dans ce qui ressemble à un congrès politique MAGA, mais qui se révèle être la réunion annuelle des actionnaires de Vought. Et rien qu'avec cette mise en scène, on retrouve le mélange entre puissance d'une multinationale, Vought, dérive vers le culte de la personnalité, et intrication entre pouvoir, foi et politique, le tout dans une ambiance de fanatisme aveugle. Tellement aveugle et tellement ancré dans l'ère de la post-vérité que la diffusion même d'une vidéo accablante qui montre la manière dont Homelander avait abandonné à la mort les passagers de l'avion est facilement absorbée par la machine à mensonges, reléguée au rang de fake news générée par intelligence artificielle bien sûr. Cataloguer ce qui ne lui plaît pas de fake est un des passe-temps favoris de Trump avec la presse notamment. Le compte de la Maison Blanche et celui personnel de Trump n'ont cessé de déverser des horreurs générées par IA, des éléments purement racistes, des discours génocidaires, des insultes, des contradictions permanentes et j'en passe. Ici, le propos de la série est pertinent, mais encore une fois, le niveau de dégradation du réel est tel et le déni des partisans de Trump si absolu qu'on a un peu l'impression que plus rien ne compte, rien de ce qui est dit, de ce qui est fait. Seule l'opinion et la bourse, sans doute même principalement elle, ont encore un vague impact sur le chef suprême. Par la suite, la série montre comment même les sujets les plus graves sont détournés en trends TikTok, comme la vidéo de l'avion reprise par deux jeunes super qui multiplient les placements de produits douteux. On a dans l'épisode 2 une publicité plutôt hilarante avec The Deep qui propose une machine qui diffuse de la lumière sur l'entrejambe, et la série commence aussi à se promener du côté des podcasts masculinistes avec le même personnage, mais là encore, désolé pour la répétition, mais c'est une réalité et les atrocités qui existent déjà ne peuvent plus être dépassées par la fiction. Il suffit de considérer des ordures comme Andrew Tate, par exemple. Une véritable pourriture, inculpée de viol et de trafic d'êtres humains avec son frère, mais pourtant encore écoutée et suivie par de pauvres types qui tentent de trouver une explication à leur vie misérable dans la haine des femmes. Sur le thème de l'enrichissement et du pouvoir de l'argent, The Boys est en retard par rapport à la réalité, encore une fois, mais simplement parce qu'on a décidé que Homelander se préoccupe davantage de ce que les gens pensent de lui que de l'explosion de son compte en banque. Là encore, le niveau d'enrichissement personnel de Trump, jamais vu auparavant chez un de ses prédécesseurs, et surtout en aussi peu de temps, aurait pu donner lieu à une satire, mais entre les pièces de monnaie, la crypto-monnaie, les probables délits d'initiés des fils Trump sur le marché des drones militaires, et j'en passe, c'est un festival. Pour information, Trump s'est enrichi d'environ 3 milliards de dollars depuis son retour au pouvoir en 2024. À chaque fois que vous entendez un critique asséner que c'est trop, rappelez-vous combien il est devenu impossible de rivaliser avec la réalité quand il s'agit de dénoncer la déviance des comportements qui s'est accélérée à grande vitesse ces dernières années, avec le développement de discours ouvertement racistes, masculinistes et d'extrême droite un peu partout dans le monde. Par exemple, on a très récemment une journaliste de CNBC qui demandait à un analyste si le marché boursier réagissait plutôt positivement ou négativement à la menace de Trump d'anéantir une civilisation dans le cadre de son fameux ultimatum contre l'Iran. Certains vivent déjà dans un monde 100% satirique sans même se rendre compte qu'ils sont devenus des personnages de mèmes. De ce fait, pour contrebalancer, la série devrait peut-être davantage miser sur le développement de son intrigue et des manières ingénieuses pour les protagonistes de résister face à plus fort qu'eux. Et de mon point de vue, c'est surtout de ce côté-là que la série pêche pour l'instant. On a du mal à s'extraire du schéma dans lequel un événement extérieur va sauver les personnages plutôt que leurs compétences ou leur capacité d'anticipation et d'organisation. Dès le premier épisode, la manière dont tout le monde survit à Homelander est presque grotesque.
On a un Deus Ex Machina en la personne de A-Train. Sur la forme, on se retrouve malheureusement avec un copier-coller, en moins bien, hein, bien sûr, d'une des quelques scènes de Quicksilver dans les films X-Men. Par ailleurs, il est très frustrant de ne pas voir ces personnages tout simplement réessayer de tuer Homelander dans un combat direct, sachant qu'avec une arme solide, A-Train aurait pu frapper Homelander comme personne auparavant, mais on évite la question, sans doute en partie pour des questions de budget, ils s'en sont ouverts hein, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais en partie parce que ça n'intéresse pas les scénaristes, du moins je suppose. Et pourtant, rappelez-vous, en saison 3, Homelander était en mauvaise posture face à l'alliance Butcher, Soldier Boy et Maeve, et en cumulant les pouvoirs actuels de Butcher à ceux d'Annie et de A-Train, je pense qu'il y avait moyen de lui mettre la misère. Mais il faut bien reconnaître que l'échelle de puissance est pour le moins imparfaite dans la série, comme lorsque Mother Milk tue le super au pénis géant, à croire que le gars n'avait finalement ni force ni endurance surhumaine. Du côté des bonnes idées, je pense que c'est appréciable d'avoir assez rapidement évacué la piste du virus comme solution pour se débarrasser véritablement de Homelander. Ça ajoute de l'incertitude, du moins c'est une information qu'ont uniquement les spectateurs hein, pour le moment, alors qu'on a vu Soldier Boy se relever de son sac mortuaire. Et ça c'est une image que tout le monde attendait, hein, je pense, dans l'épisode. Ce n'est pas une surprise, mais ce n'est pas pour autant un mauvais choix. En revanche, cela vient encore souligner la relative incompétence de l'équipe de Butcher, même si encore une fois les circonstances n'étaient pas favorables, mais ils n'ont pas été capables de mener à terme l'essai en s'assurant à 100% de la mort de Soldier Boy. Dans la série Bonnes idées, j'ai plutôt apprécié la tumeur éthique d'Ashley Barrett, qui a maintenant beaucoup moins d'occasion d'en mettre des barrettes. Et oui, la vice-présidente des États-Unis a maintenant une conscience de dessin animé, mais à la place d'un petit ange sur l'épaule droite, c'est une version parasite d'elle-même à l'arrière de son crâne. On peut sans doute y voir une inspiration du côté de Janus aux deux visages, par exemple, sachant que le personnage est depuis longtemps tiraillé entre son ambition et sa conscience, sachant que la peur de mourir joue aussi une part majeure dans son processus de décision, bien entendu. Pour poursuivre sur les remarques isolées, il est de nouveau mis en avant qu'une bonne partie des personnages de la série ont des problèmes de parents, notamment avec le père, mais aussi la mère. Relation avec le père pour Homelander, pour Butcher, avec le père aussi pour Victoria Neuman, même si elle est morte en saison 4. Relation compliquée avec la mère pour Huey, pour Annie, sachant que Homelander se qualifie bien évidemment aussi pour cette catégorie, avec son obsession du lait maternel. Et puis on a Ryan, le fils de Becca et de Homelander, qui a disparu des radars pour le moment, et dont on s'interroge quant au rôle potentiel pour tuer son père, bien sûr. Je suppose que les dernières fibres d'humanité de Butcher devraient le pousser à éviter un tel traumatisme à Ryan, car on n'imagine pas grand-chose d'autre comme vague rédemption possible pour Butcher. Par exemple, le fait de voir Butcher donner des pilules à son chien Terreur laisse sans doute penser qu'il cherche à le rendre super. C'est évidemment une forme de maltraitance, car le processus est quasiment toujours douloureux chez les humains, et ses effets finaux pour le moins imprévisibles. Pour l'instant, on a observé quelques mentions à Gen V, la série spin-off avec la mort du gars de l'université Godolkin, et l'évocation en passant de l'équipe de Mary Morrow. On se doute que les personnages du spin-off ne seront pas déterminants contre Homelander, car cela viendrait tout simplement couper l'herbe sous le pied des personnages principaux de la série mère. Le personnage du ver, ce scénariste qui avale la Terre et l'expulse par l'arrêt, permet à la fois de mettre un petit coup de pelle amical à la série Reacher qui est sur la même plateforme, tout en soulignant, avec assez peu de subtilité, que terminer une telle série n'a rien de facile. Le fait que le personnage soit un type effacé dont le pouvoir l'envoie sous terre est probablement une référence au fait que le travail de scénariste reste relativement ingrat et dans l'ombre des figures davantage mises en avant, comme les acteurs bien évidemment, mais aussi les réalisateurs. Comme d'habitude, toutes les meilleures scènes incluent Homelander. Il est le personnage le plus fascinant et effrayant, il crée une tension du fait de sa simple présence et de son imprévisibilité, et il est servi par le meilleur acteur de la série, ou du moins le meilleur à égalité, pour ne pas froisser les fans de Karl Urban ou de Jensen Ackles. D'ailleurs, il faut bien souligner en parlant de Ackles et de Soldier Boy donc, que les méchants sont quand même vachement plus amusants à suivre que les protagonistes dans cette série, sachant justement que Butcher est un protagoniste méchant en quelque sorte. Je trouve aussi que Maeve manque pas mal à la série. Je continuerai de suivre la saison à titre personnel et je verrai selon l'accueil que vous réserverez à cette vidéo si je me contente ensuite d'un bilan de fin de série ou si je poursuis par épisode ou tous les 2 épisodes par exemple. Je sais que je n'ai pas sorti beaucoup de vidéos récemment, c'est essentiellement pour des questions de responsabilité personnelle auprès de proches. Alors je vais faire au mieux dans les prochaines semaines pour vous proposer davantage de contenu de création. Et je vous signale la sortie d'une vidéo jeu de rôle sur la chaîne secondaire Captain Jeu de rôle. C'est une partie découverte de Feathertone, un jeu de comédie policière des années 80 avec d'excellents retours en commentaire et un financement participatif qui est sur le point de se conclure. Alors pensez à aller y jeter un coup d'œil. Je vous dis à très vite, j'espère, pour de nouvelles aventures. Salut!